un bref mot pour souhaiter la bienvenue à Monica Sabolo. Nous sommes très très heureux d'accueillir ici à Saint-Médard-en-Jalles pour la, je ne sais pas quoi, 2e ou 3e séquence de la 4e année, n'est-ce pas? Nous sommes comme dans les grandes séquilles. Voilà. 2e séquence de la 5e année, enfin c'est comme dans les grands feuilletons, on ne sait plus à quel épisode on en est, enfin en tout cas il y a un suspense haletant à chaque fois, parce que nous avons la chance de recevoir des auteurs au masculin et auteurs au féminin, qui nous parlent de vie entremêlée, qui nous parlent avec talent de destin complexe, et Monica Sabolo le fait avec une écriture très belle. Enfin, moi, c'était le premier livre que je lisais de vous, mais c'était vraiment très agréable. Et elle le fait en faisant partie de toute cette série maintenant longue d'auteurs féminins que nous recevons depuis 6 mois. Nous avons beaucoup d'auteurs féminins, et c'est une chance parce que la plume féminine est souvent une plume qui va loin, qui va précis et qui nous apporte beaucoup. En tout cas, merci à nos partenaires du Centre culturel Leclerc de nous accompagner dans cette nouvelle édition. Merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous. Et puis j'ai beaucoup trop parlé, je pense qu'il faut désormais que Olivier Monique puisse soumettre à la question Monica Sabolo. On va attendre ça avec beaucoup d'intérêt et de passion. Très bonne soirée à tous. Merci, monsieur le maire, d'être en des périodes où j'imagine vous devez avoir des emplois du temps compliqués, d'être tout de même fidèle au rendez-vous des conversations au carré que vous avez initié et que vous ne cessez de soutenir depuis. Je me suis permis juste une petite correction mathématique, moi, parce que c'est pas la 4e, c'est déjà la 5e saison et le 2e rendez-vous de la 5e saison avec Monica Sabolo ce soir. Je suis, je dirais pas intimidé, mais un peu gêné aux entournures parce que, comment vous dire, mais ça restera entre nous. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qu'écrit notre invité de ce soir. Je trouve que c'est vraiment un très très bel écrivain et une très très belle romancière. D'ailleurs, on parlera de tout ça, de romans, de ce qui est du roman, de ce qui n'est pas du roman, etc. J'aime beaucoup ça. Je pense que ça s'inscrit dans une tradition qui n'est pas nécessairement une tradition très française. On sera peut-être amené à en reparler aussi. Je pense que ces livres, en tout cas les derniers, portent la trace évidente du fait que Monica Sabolo est également une grande lectrice, ce dont je ne doute pas, mais je vous laisserai le soin de me démentir le cas échéant, parce je précise qu'on ne se connaît pas, hein, c'est aujourd'hui qu'on se rencontre. Et vous venez de publier pour la première fois une petite maison d'édition méritante qui s'appelle Gallimard. Vous venez de publier votre... D'ailleurs, je salue, il y a un représentant de la maison Gallimard parmi nous ce soir, que je salue et que je remercie surtout. Vous venez de publier votre combienième 6e roman. 6e roman, on n'a pas vu le temps passer tous les deux, qui s'appelle Éden, et qui est un des romans dont on a le plus parlé, je ne sais pas, mais dont on a vraiment parlé en cette rentrée littéraire qui a été sur plein de listes de prix, etc. Ce qui d'ailleurs n'est pas en soi un gage de qualité, puisque ce qui est formidable avec les prix littéraires, c'est qu'ils reviennent parfois à de très bons livres et parfois de très mauvais livres. Donc c'est une belle démocratie. Mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Moi, j'ai l'impression que ce livre-là s'inscrit dans une suite logique, inaugurée avec un livre dont on va reparler plus tard, qui s'appelle Crans-Montana, poursuivi avec Summer, et peut-être achevé, je ne sais pas, avec Éden, même si comme dans une symphonie de malheur, il y a des harmoniques. Faites partie de ces écrivains, je l'ai déjà dit, de certains de nos invités, donc, et en plus la formule n'est pas de moi, donc c'est... Il y a deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains qui écrivent toujours le même livre et les écrivains qui écrivent un truc différent à chaque fois.
Vous faites partie de ces écrivains, et ça va être extrêmement odieux de ma part, de dire ça, qui écrivent toujours le même livre, sauf que c'est jamais toujours exactement le même. Vous savez, c'était ce que mon confrère journaliste Jean-Baptiste Aron disait de l'œuvre de Patrick Modiano. Il disait, Modiano n'écrit pas le même livre, il le poursuit. Moi, j'ai l'impression que vous poursuivez un petit peu, en tout cas depuis 3 livres, une même veine romanesque. Et donc, tout ça sont les raisons pour lesquelles je suis extrêmement heureux devant un public à nouveau fidèle, de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Je voudrais, avant qu'on rentre directement dans notre conversation, au carré, remercier donc bien sûr, je viens de le faire, la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, l'espace culturel Leclerc, indispensable partenaire, et la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, non moins indispensable partenaire, et ce ne sont pas des formules toutes faites. Tout ça est le fruit d'un échange en amont extrêmement riche et extrêmement bienveillant, rencontre après rencontre, année après année, c'est déjà la 5e. Monica, je vais vous raconter une anecdote que je vous ai déjà racontée à vous, pour commencer, qui n'a absolument rien à voir avec votre dernier livre. Une fois, j'ai rencontré un écrivain américain que j'aimais passionnément, qui pour moi est l'un des plus grands écrivains américains du siècle dernier. Je suis à peu près certain que vous connaissez son œuvre et que vous devez l'aimer aussi, qui s'appelait James Salter. Je lui dis, je lui demande, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'être écrivain? Enfin, comment vous en êtes arrivé là? Et je pensais qu'il allait me parler, il venait de me parler brillamment de choses très inattendues de la part d'un écrivain américain, certes d'Hemingway, certes il venait me parler de sa passion pour Colette également, il venait me parler de littérature de manière assez pointue. Et je m'attendais à ce qu'on reste dans le même registre. Et là, pas du tout. Il me dit, bah, c'est simple, j'étais enfant, je la fais courte, hein. J'étais enfant et chez moi traînait un numéro de Time Magazine. Vous savez, ce magazine qui n'existe plus, hélas, qui était très célèbre, avec un cerclé de rouge, et avec une photo en noir et blanc, toujours en couverture. Et en couverture, il y avait un monsieur assez imposant, assez costaud, torse nu, avec une grande barbe, et qui était entouré respectivement à sa gauche d'une superbe blonde et à sa droite d'un immense espadon. Et je me suis dit, ben c'est vraiment, je ne sais pas ce que fait ce monsieur, mais c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Et vous aurez compris qu'il s'agissait d'Ernest Hemingway. Donc, votre révélation littéraire à vous, Monica, est-ce qu'elle est de même nature ou est-ce qu'elle s'est inscrite de manière peut-être plus raisonnable et plus dans la durée? En vous remerciant d'avoir répondu à mon invitation, à notre invitation pour les conversations au carré ce soir. Merci Olivier et bonsoir à tous. Je dirais que pour ma part, l'écriture s'est imposée à moi moins par une image de blonde et d'espadon, mais ça aurait pu, hein, mais plus peut-être par cette phrase de Patrick Modiano qui me parle beaucoup quand il dit « on écrit parce qu'il y a quelque chose qui cloche ». J'aime énormément cette phrase, je pense qu'effectivement c'est... L'écriture, avant tout, c'était une extraterritorialité, un peu comme Éden. Dans Éden, il y a une forêt qui est un endroit dont on s'extrait et où on peut vivre autre chose, comme dans Summer, le précédent, c'était le lac Léman, qui est un autre espace liquide, une autre dimension. J'ai écrit ma première histoire quand j'avais 6 ans, et je pense que c'était déjà ma façon de m'échapper ou de construire une autre réalité à côté de la mienne. Vraiment, c'est venu de cette façon-là. Et qui, je pense, avait à voir avec une étrangeté au monde, puisque ma première histoire s'appelait « Hier, j'étais sur la Lune », et elle racontait mon histoire de mon voyage sur la Lune, où il parlait une autre langue et personne ne me comprenait. Donc j'étais très seule sur la Lune, et ensuite je revenais sur Terre, et comme je parlais le langage de la Lune, plus personne ne me comprenait sur Terre. Donc je pense que finalement, toute la mécanique de l'écrivain était déjà là dans cette première œuvre. J'ai même très belle, que très déchirante, je vous assure. Cette dualité est presque une ontologie du métier de romancier, d'une certaine manière. C'est ça.
aujourd'hui encore, quoi. Oui, absolument. Alors, on va parler un peu d'Éden pour commencer. Commençons non pas par le commencement, mais par la fin, par ce roman qui vient de paraître, dans lequel, une fois de plus, comme dans vos 2 livres précédents, l'héroïne, ou plutôt les 2 héroïnes, peut-être qu'on peut dire, sont 2 adolescentes qui vivent en province, dans une petite ville de province, entourée d'une nature extrêmement présente. Et la nature est extrêmement présente, en tout cas dans les 3 livres dont je vais parler successivement. Et ce sont des natures à chaque fois tout à fait différentes, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, dans Éden, c'est la forêt. Dans Summer, c'était le lac. Et dans Crans Montana, comme son titre l'indique, c'était la montagne. Mais à chaque fois, c'est extrêmement présent. Peut-être ça ne l'a jamais été autant dans le côté fantasmatique, presque à la lisière du fantastique, enfin, oui, c'est vrai. même à lisière transgressée du fantastique, que dans ce livre-là. Vous êtes d'accord? Est-ce que... Oui. Et quel est votre propre rapport à la forêt? Est-ce que... pardon, pas à la forêt, ça ne me regarde pas, mais à la nature. Est-ce que vous faites partie de ces citadins qui ne connaissent pas la nature finalement et qui la rêvent, qui la fantasment, comme vous fantasmiez la lune lors de votre premier récit, Petite fille, ou est-ce que c'est un univers que vous connaissez assez bien? Oui, alors je dirais que plus que la nature, le mot que j'utiliserais, c'est le sauvage. J'ai la sensation que, petite fille, j'étais une enfant assez maladroite, assez désincarnée. En tout cas, j'avais cette... vous savez, c'est ces choses qu'on vous dit quand vous êtes petit et qui deviennent une sorte de caractéristique. Ah ben non, Monica, ne prends pas ce plateau, tu es maladroite. Ou je n'étais pas sportive, j'avais une sorte de rapport étrange au corps, je tombais sans les mains. Bref, je n'étais pas du tout dans la puissance, loin de là. Et la rencontre avec d'abord la mer, et ensuite la forêt sauvage, mais d'une façon assez physique justement. Quand j'étais petite, mes parents louaient le bateau fréquemment d'un pêcheur en Espagne, et on partait pour des pique-niques avec des amis sur ce bateau. Et alors que tout le monde avait un peu peur de cette mer, tous les autres enfants, moi pas du tout. Et ce pêcheur a senti ça en moi et m'emmenait dans toutes ces aventures, c'est-à-dire qu'on allait récupérer ses filets, parfois la nuit, donc c'était assez effrayant. En plus, on nageait à l'intérieur, je me souviens d'un filet installé en spirale, donc il y avait cette inquiétude et en même temps cette excitation pour savoir qu'est-ce qu'on allait trouver au centre. Je me souviens une fois, on avait trouvé la nuit une grosse murène noire, ce genre d'animal un peu presque mythologique quand vous êtes enfant, qui vous marque beaucoup. Ils me mettaient de la graisse de tortue et on partait, on plongeait, ou alors on allait dans des grottes. Donc on plongeait comme cela, et ensuite en longueur, et on remontait à la surface, et là il y avait une crèche de marins cachés. Ce genre de choses, j'étais la seule, et je le suivais partout, j'étais absolument intrépide. Et cette découverte de cet autre monde, de cet endroit où je pouvais être autre, et où je révélais un aspect de ma personnalité inconnu et inédit pour les autres, mais pour moi-même, a été une révélation absolue. Et j'ai ensuite recherché oui, le sauvage de multiples façons, en allant avec mon grand-père dans la forêt, reconnaître les traces. Je me souviens de passages de hardes, de chevreuils. Mais après mes études, alors j'ai fait des études de relations internationales, pendant 1 an, j'ai travaillé dans des projets d'environnement avec cette envie-là de rechercher, d'aller quelque part où il fallait me dépasser, où justement le fait d'être un peu fluette et pas forcément physique n'allait pas avec ce qu'on me demanderait de faire. Comme par exemple, j'ai travaillé en Guyane française, où j'ai compté les tortues pendant des mois, en dormant vraiment dans la jungle, ce genre de choses. Et ça, c'est ouais, c'est une expérience qui est vraiment, vraiment fondatrice et qui
traverse maintenant mon travail, mais je pense que le manque de nature nourrit aussi finalement ce plaisir et ce désir que j'ai cette nécessité même de la faire revivre. Et bizarrement, c'est un peu la même chose, je ressens les mêmes choses quand j'écris que quand j'étais plongée dans la jungle ou sous l'eau. Alors, on va parler peut-être plus précisément de cet Éden dont le titre résonne peut-être légèrement ironiquement, quoique, un peu des deux, dans votre livre, et de ces deux personnages que je vais vous laisser le soin de, parce que je suis paresseux, de présenter. Okay. Nita, enfin, peut-être d'abord Lucie, et puis, non pardon, Nita, je confonds toujours les deux. Nita et Lucie, deux jeunes filles qui ont quoi? Qui ont 15 ans. Elles ont 15 ans, la narratrice c'est Nita. Qui vivent dans... Voilà, elle vit dans un pays qui n'est jamais nommé, mais qui ressemble au Canada ou aux États-Unis. Elle vit dans une réserve, elle est autochtone, au bord d'une autoroute sans fin, au bord et à la lisière d'une immense forêt, une forêt mystérieuse et sur laquelle on raconte des choses, où il se passerait des choses dans cette forêt. Elle est dans le rejet de cette forêt puisque son père y a disparu 3 ans auparavant et qu'elle veut partir, elle rêve de ville, elle rêve de bruit, elle rêve de béton. Et au début de la narration, c'est donc Nita qui raconte, une jeune fille qui s'appelle Lucie, qui est blanche, qui vient s'installer dans la réserve, ou à la lisière de la réserve, avec son père. Et elle est extrêmement attirée par la forêt. Elle dit à Nita, il se passe des choses dans cette forêt, et c'est une histoire aussi d'une amitié manquée, c'est-à-dire que Nita est fascinée par Lucie, qui est une jeune fille un peu mystérieuse, éthérée, qui aimante les regards des garçons sans paraître s'en apercevoir. Et tandis que Nita a une impression d'être justement un peu étrangère au monde, faite de fumée, beaucoup moins visible. Mais elle ne l'écoute pas et elle n'ose pas vraiment lui parler. Et Lucie va s'aventurer dans la forêt, disparaître 3 jours et revenir nue, couverte de blessures et mutique. Et Nita va se sentir d'une certaine façon porter une culpabilité, comme si elle aurait pu écouter et faire quelque chose, et va se mettre en marche pour essayer de comprendre ce qu'il est advenu à Lucie dans cette forêt. Tout ça sur les fonds de... Je déteste le terme d'ambiguïté, donc, mais de dysfonctionnements amoureux qui sont ceux de l'adolescence, par définition. C'est dysfonctionnement entre elles. Enfin, du dysfonctionnement, je sais pas, mais c'est l'heure de... oui, la découverte des garçons, pas des garçons, peu importe, mais de... Tout se mélange, il y a une sorte de confusion, et c'est ce qui me plaît d'ailleurs tant avec cet âge, c'est qu'il y a en même temps une attirance très forte pour la vie, une envie de vivre, le désir, mais en même temps une sorte de morbidité aussi, un besoin de transgression, de danger. Tout est mêlé, et là, ce qui est également de l'ordre de la fascination. Donc Nita est en quelque sorte un peu fascinée par Lucie, et en même temps peut-être lui en veut de ce qu'elle crée, enfin toute ce mélange d'émotions parfois contradictoires et confuses, à mon avis, que l'on ressent parfois toute son existence, mais qui sont peut-être exacerbées à ce moment-là de grandes métamorphoses. Comment ça naît un livre? Comment il est né ce livre-là, si je ne suis pas indiscret? Ah bah non, pas du tout. Alors, j'avais vraiment une idée assez floue à l'origine. J'avais 2 idées. J'avais envie d'écrire sur la forêt, parce que j'avais une envie de forêt immense, un endroit qui était à la fois menaçant et mythologique, et en même temps qui pouvait être un lieu de liberté, de transformation. Et j'avais envie d'un gang de filles. Je ne pensais qu'à ça, je ne pouvais pas vraiment l'incarner. Ouais, j'avais envie d'une gang, une bande de filles et une forêt. Et c'était aussi ténu que cela. Et au départ, avant d'écrire, souvent je tape sur Google des mots, donc la forêt, bande de filles, vraiment adolescentes, des choses aussi banales que celle-ci, et je vois ce qui émerge. Et ben, ça peut être des textes, des films, des images, des faits divers. Et je suis tombée sur un drame que j'ignorais absolument, qui est pourtant immense,
qui est le drame des filles et des femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada. C'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, même plus, mais disons une quarantaine d'années, des centaines, voire des milliers de femmes et de jeunes filles, et parfois extrêmement jeunes, ont disparu ou ont été assassinées dans une sorte d'indifférence générale, avec des enquêtes qui ne sont pas vraiment menées ou abandonnées très vite, et surtout entourées, nimbées d'un immense manteau de silence glaçant. Dans le même coin du Canada ou sur l'ensemble? Alors, c'est sur pays? l'ensemble du Canada, Oui. mais effectivement, il y a une autoroute qui a été rebaptisée l'autoroute des larmes, sur laquelle, qui traverse la Colombie-Britannique, donc une zone avec d'immenses forêts absolument magnifiques, des forêts primaires, très humides, mais avec une nature sublime, des ours incroyables, des saumons, ce genre de lieux paradisiaques qui ressemblent aux origines du monde et qui nous font rêver, Européens, ils nous donnent envie d'aller passer nos vacances, et qui, en même temps, sont le lieu d'un drame absolument glaçant, du nombre planant. C'était cette rencontre-là qui m'a saisie. Pour revenir donc sur cette autoroute des larmes, des jeunes filles là-bas font de l'autostop parce que il n'y a pas de bus, ou alors ils sont très chers, que les distances sont immenses. Donc l'autostop, c'est juste une façon de vivre. Parfois même simplement d'aller à l'école, mais de sortir, d'avoir une existence. Et elles disparaissent. Voilà. Et c'est parti, l'idée, cette histoire-là m'a heurtée profondément. C'est-à-dire qu'elle a résonné longuement ensuite et elle m'a même hantée. Alors, une fois qu'on a ça, est-ce qu'assez vite, vous avez su, que vous teniez le livre, mais ça, vous venez d'y répondre, et deux, par où vous alliez passer et où vous alliez arriver? Ah, pas du tout, et puis j'étais même très... la deuxième phase a été très complexe parce que je me suis dit que ce drame-là me dépassait et ne m'appartenait pas. Je veux dire, moi, une blanche européenne, je veux dire, parlant d'un drame qui se transmet de génération en génération, une douleur si profonde, si délicate. J'avais une sensation qu'il fallait l'approcher sur la pointe des pieds et que même je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas prendre cette voie-là. Donc du coup, j'ai beaucoup ça m'a beaucoup empêché de dormir. Et finalement, donc, j'ai décidé de transposer, d'inventer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun nom, c'est pour ça que ce lieu paraît irréel. Enfin, j'espère qu'il paraît réel, mais j'ai inventé un lieu qui j'espère, ressemble à la vérité. Et ensuite, j'ai la première scène qui s'est imposée, et je ne savais... Souvent, la première scène, c'est une scène très visuelle. Là, j'imaginais donc une jeune fille nue, avec une peau très très lumineuse, qui sortirait d'une forêt. En même temps, une scène d'une extrême beauté, très paisible, et en même temps glaçante, puisqu'elle est couverte de blessures, de sang, et qu'il y a justement cette ambivalence entre une beauté, quelque chose comme une lumière presque divine ou magique, et en même temps quelque chose qui évoque une faute, quelque chose d'indicible. Et ce mélange-là, c'est peut-être le mélange que j'ai voulu un peu mener tout au long du livre, mais je n'avais pas plus que cela au départ. Gang de filles, une créature qui sort des bois avec comme des ailes ou une cape de plumes, et une forêt, c'était tout. Alors je disais tout à l'heure que vos écrits relevaient parfois d'un certain héritage que je trouvais moins français qu'autre. Je pensais à un héritage anglo-saxon, je pensais à deux écrivains, et c'est marrant parce que vous venez de l'y faire repenser. On parle beaucoup à votre propos, souvent, à raison je trouve, des livres de l'américaine ou de la canadienne, je ne sais plus, américaine, Laura Kazich. Mais quand vous me parlez, et croyez bien que c'est un compliment, vous le comprendrez sans peine, quand vous me parlez j'avais envie de faire une histoire de bande de jeunes filles, ça me fait penser au gang de jeunes filles, merveilleusement décrit par la grande Joyce Carol Oates, qui est bien sûr... L'histoire d'un gang de filles. L'histoire d'un gang de filles, bon, dans un contexte totalement différent, bien entendu. Mais Carol Oates a ceci que
sa palette est si large qu'elle va du noir au fantastique. Absolument. Et je serai amené à parler d'un autre livre de vous tout à l'heure qui ne se relève absolument pas, en tout cas à première vue, de cette suite romanesque que vous êtes en train de composer. D'ailleurs, est-ce que j'ai raison quand je parle de suite romanesque? Est-ce qu'il s'agit d'une trilogie qui s'achève? Est-ce que vous en avez la moindre idée? Non, j'étais d'accord avec vous sur l'idée du livre qui se poursuit, c'est très vrai. Ouais. Et surtout, j'ai la sensation que de livre en livre, mes héros s'incarnent. C'est-à-dire qu'ils... Ouais. Dans Grand Montana, qui est une histoire de jeunes gens des années 60, qui vont dans une station de ski, une jeunesse dorée, qui finalement laisse glisser sa vie entre ses doigts complètement, et il ne la saisit jamais vraiment. Il me semblait que dans Summer, qui est la disparition d'une jeune fille dont le frère ne se remet pas, il a 14 ans au moment de la disparition de sa sœur, et il est 38 quand le livre commence, et là il se met en marche, donc il a été immobile pendant des années, et là tout à coup il va avoir cette nécessité de comprendre pour pouvoir s'approprier sa propre existence. Et là dans Eden il y a quelque chose d'un peu plus physique encore, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du passage à l'acte, et ce n'était pas... c'est quelque chose que j'observe et qui je pense peut-être va avec mon propre mouvement et ma croissance extrêmement lente, où je suis à peu près au même stade que mes filles aujourd'hui. Mais alors pour moi la trilogie, c'est Tout cela n'a rien à voir avec moi, Summer et Grand Montana. Ah ouais. Pour moi j'ai bouclé un truc, ouais, parce que le cœur du livre est le même. Ouais. Et là, ce sont évidemment toujours les mêmes thèmes, c'est très vrai, mais c'est comme si j'ai pu m'écarter de quelque chose, j'ai pu laisser quelque chose derrière et partir sur... Je ne sais pas si c'est un autre cycle. Ok, alors on va en parler, on va revenir à Eden pour terminer. Moi je vous ai découvert avec ça. J'avoue, le premier livre de vous que j'ai lu, ce n'était pas vos deux premiers romans, à côté desquels j'étais passé. C'est comme un premier celui-là, c'est vrai. Mais... et puis le temps a passé entre ces deux romans-là et celui-là, 8 ans je crois. Vous étiez journaliste, bien connu sur la place de Paris, et j'avais été l'année précédente du jour où vous l'avez reçu, juré du prix de Flore qui a été remis hier, un livre que je n'ai pas lu. Et donc, du coup, je ne connaissais pas plus que ça, et je m'étais dit, bah, tiens, qu'est-ce que mes confrères de l'an dernier ont choisi cette année de récompenser. Donc, c'est un livre qui s'appelle Tout cela n'a rien à voir avec moi. C'est un livre dont, a priori, c'était vraiment le prix de Flore qui m'a donné envie d'aller y voir. Ce n'était pas nécessairement quelque chose vers lequel je serais allé. Et c'est un livre que j'ai adoré. Déjà parce que s'y inscrit un amour commun que je ne vous céderai certainement pas, Frédéric Berthet, mais je veux bien qu'on partage et j'aimerais même qu'on soit plus nombreux à le partager. Et puis, bon, c'est un livre d'un genre extrêmement désuet si on regarde bien de nos jours dans le paysage littéraire, puisque c'est un roman d'amour, roman de chagrin d'amour plutôt, et que j'ai pas l'impression que ce soit si fréquent que ça. Et c'est un livre qui se pose toujours la question de sa juste distance à son sujet et de la bonne manière d'en parler. Non, justement, c'est pas un livre qui parle, mais d'écrire à son propos. Je n'avais pas imaginé que pour vous, ce puisse être... J'étais absolument persuadé que ça a été un déclic très important pour vous, qui vous instaure en tant que romancière. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes ipso facto dans votre vie désormais, mais je n'avais pas conscience qu'il s'agissait, et vous allez m'expliquer ça, en quelque sorte du premier volet des deux romans à venir dont nous allons parler également. Oui, et ce qui est... C'est clair ce que je raconte ou pas du tout en fait le rire de Vanessa Dumas, adjointe à la culture, m'inquiète énormément. Alors,
Alors donc tout cela n'a rien à voir avec moi, effectivement, et une sorte de faux manuel scientifique pour essayer de comprendre ce qu'est le chagrin d'amour de façon rationnelle, et évidemment, ce n'est absolument pas possible, et quelque chose glisse au fur et à mesure de ce compte-rendu qui se voudrait très scientifique et qui en fait part dans l'irrationnel le plus total. Et il y a un mélange de photos, aussi des photos d'objets ayant appartenu à l'être aimé et qui sont comme des preuves, des pièces à conviction que quelque chose a bien eu lieu, parce qu'il s'agit d'une histoire vraiment ratée, peut-être même pas d'une histoire du tout, et donc une nécessité de trouver des traces qui prouvent que quelque chose a eu lieu. Cette histoire, l'héroïne a les mêmes initiales que moi, donc il y a des photos de ma famille, des photos de moi petite, donc c'est une sorte de pelote qui mélange les choses. Je dirais pourtant pas, pardon, je vous interromps, je ne dirais pourtant pas qu'il s'agit d'une autofiction. Absolument, et je vous remercie beaucoup, et d'ailleurs j'aime beaucoup cette délicatesse qui consiste à ne pas le dire, et qui a été le cas finalement la critique littéraire, de ne jamais évoquer cela, parce que ce n'est pas cela non plus. Et effectivement, je joue avec l'autofiction, mais comme je joue avec la littérature fantastique, peut-être dans Eden, vous savez, j'aime bien partir de quelque chose, d'un cadre, ça me rassure, et puis ensuite de dévier totalement et de brouiller un peu les pistes, de ne pas vraiment pouvoir dire exactement de quel objet il s'agit. Mais il y a quelque chose dans ce livre, parce qu'il révèle une autre blessure, une blessure plus archaïque que ce chagrin d'amour qui n'est que l'arbre qui cache la forêt, de quelque chose de plus profond et d'indicible. Et je pense que cette faille, cette blessure originelle, on la retrouve et dans Summer et dans Crans-Montana, mais à chaque fois, elle est abordée de façon différente. Mais ce qui me plaît le plus, c'est quand les lecteurs le voient, c'est-à-dire qu'ils voient des détails. Par exemple, il y a une robe de mariée verte à pois blanc qui revient dans 2 livres, et on me dit « Ah, j'ai remarqué qu'il y avait ça ». C'est vraiment un détail et qui ne revient pas forcément chez le même personnage, parce que ce ne sont pas les mêmes personnages, mais avec ces 3 livres, pour moi, j'ai fait quelque chose que j'avais à faire. Et ce qui est très étrange, je n'avais pas écrit depuis 8 ans, je pensais que je n'écrirais plus jamais quand j'ai commencé. Tout cela n'a rien à voir avec moi. C'était un manque? C'était un chagrin, une frustration, mais c'était trop. J'étais écrabouillée par la littérature. J'avais une trop haute idée de la littérature et trop médiocre idée de ce que j'en faisais. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas facile. D'ailleurs, tout cela n'a rien à voir avec moi. À la base, je voulais faire que des photos avec des légendes. Et mon éditrice, qui attendait depuis 8 ans que j'écrive, a été ravie quand je lui ai dit « Tu sais, j'ai une idée, ça va être des photos. » Elle va dire « Ah, merci, génial. » Oui, et comme elle est très fine et qu'elle a su que j'écrirais, elle m'a dit « Vas-y. » En plus, si je peux me permettre, ça a déjà été fait. Mais je vous dirai dans quel... Le chagrin d'amour en photo Ouais. Ah, mais je ne disais pas que j'étais la seule. Non, mais il y a eu un livre aux éditions de l'Olivier il y a très très longtemps qui était une exposition de je l'ai ce livre. Vous voyez ce que c'est, un livre vert qui est magnifique. C'est le livre que j'offre à tout le monde, je l'adore. Mais oui, c'est en fait, c'est une fausse vente aux enchères où on voit donc des objets qui sont... Il est merveilleux ce livre. Oui. Tout est faux. Une fausse vente aux enchères d'un couple qui se sépare. Donc ils se séparent de tous leurs objets, leurs vêtements, etc. Et à travers les légendes et la description des lots, on lit l'histoire d'amour. C'est d'une beauté inouïe. Alors revenons à vous, parce que je pense que tout cela n'a rien à voir avec moi. Est aussi d'une beauté inouïe, portée par la grâce angélique aussi de votre amour de Berthet. Pour moi, c'est important dans le livre de Frédéric Berthet, écrivain dont on a déjà eu l'occasion de parler lors de ces rencontres, écrivain disparu, hélas, de manière très prématurée. Pour moi, en fait, à propos d'histoire d'amour, et ce en quoi ce livre est important, c'est qu'il fixe, et ce en quoi je peux comprendre finalement en y réfléchissant, qu'il soit le premier volet d'une trilogie ou d'une quadrilogie, peu importe à la limite, mais c'est qu'il fixe votre rapport à la fiction. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, vous réglez ce problème-là avant de passer à autre chose, c'est-à-dire à
un classique romanesque, ce qui n'est pas méprisant dans ma bouche. C'est très juste. Mais que vous aviez besoin d'en passer par là, par ce rapport-là à la fiction, de se poser la question de la fiction ou non. Absolument, absolument, je pense que c'est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai commencé ce livre, et donc comme je ne pensais même pas écrire, je me suis tout de suite dit, il y en aura 3. J'avais cette intuition que ce qui commençait à se dérouler nécessitait 3 livres. Et c'est pour ça que... Et je trouve que oui, il y a une sorte de boucle entre... Et quand vous avez fini d'écrire, et après on va passer à la suite, tout cela n'a rien à voir avec moi, vous avez senti que ça y était, vous étiez écrivain? Je me le suis pas dit comme ça, mais j'ai quand même quitté mon travail, donc je pense que... Donc oui, donc il y a un peu de ça quand même, je le confirme. Roman suivant, qui est un roman pour lequel je ne vous cache pas avoir une... je ne fais pas de hit parade parce que celui-là aussi, mais je avoir une passion particulière. Passion, je sais pas, ouais. Pour une raison simple, c'est que je trouve que c'est votre livre le plus modianesque et que nous partageons, je crois, l'amour de la littérature de Patrick Modiano. Crans-Montana, devinez où ça se passe, à Crans-Montana, dans les années 60. Et là, voilà, commence cette grande armée fantôme d'adolescentes qui vont désormais peupler vos livres. Armée fantôme, c'est beau. Oui, je le ressortirai lors de mon prochain article, puisque je ne doute pas qu'il y aura encore des adolescentes. Donc trois amis dans les années 60, plutôt qui se situent dans un milieu plutôt aisé, on va dire très aisé, parce que de toute façon pour aller faire du ski à Crans-Montana dans les années 60, il fallait quand même... même si elles vont s'éprendre l'une d'entre elles d'un petit épicier local, donc elles sont pas bégueules, mais parlez-moi un peu de ce livre, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans ce livre? Est-ce que c'était le besoin de ne pas être dans un phénomène de mimétisme avec Modiano ou d'autres? Est-ce que c'était la recréation d'une époque que vous n'avez pas nécessairement vécue? Sincèrement, il n'a pas été difficile du tout. Du tout, parce que j'ai interrogé beaucoup de personnes qui fréquentaient Crans-Montana à cette époque-là, qui était la station de ski où moi j'allais quand j'étais petite. Du coup, j'ai recueilli énormément de détails, et j'adore ça, moi, avoir la marque de la voiture, exactement, la boutique dans le 16e arrondissement où les filles allaient à ce moment-là, le pull un peu court tel qu'il se portait à Londres et qu'on allait chercher. C'est 65. 65, oui, c'est ouais, ça, 60. Après, on va remonter jusqu'aux années 90, mais, c'est 65, 70, ouais, vraiment Donc, étonnamment, et d'ailleurs, il m'est arrivé de relire quelques pages, alors que je ne l'avais pas relu depuis très longtemps. Je me dis, effectivement, il y a beaucoup de précisions, il est très documenté, mais ça, j'ai adoré faire ça, en fait, j'adore ça. Il n'a pas été difficile du tout à écrire. Hein. Ce qui me fait penser, vous avez aimé faire du journalisme? Pas du tout, non. C'est curieux. Enfin, pas du tout. Parce que c'est ça autrement. Mais c'était drôle d'ailleurs, parce que les dernières années, j'étais rédactrice en chef culture au magazine féminin Grazia. Et j'aimais beaucoup le travail en équipe, j'aimais beaucoup trouver des angles, des idées, mais je détestais écrire les papiers. Et je me débrouillais toujours pour le filer à quelqu'un, en disant non mais toi, c'est fait pour toi ça. Et du coup, je pense que tout le monde soupçonnait que je pensais peut-être au bout d'un certain temps que j'étais incapable d'écrire. Je pense qu'ils ont été dégoûtés quand ils ont vu tous les trucs que je leur ai refilés et qu'après, j'ai sorti 4 livres en 2 ans. Moi, je suis furieux, je me dis qu'on s'est connus trop tard. C'est quoi comment dire, le nœud de Crans-Montana? C'est allez, je vais vous le demander différemment, comme pour Eden d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre-là? Alors, ce qui m'a donné envie... Pas la naissance du livre, mais qu'est-ce qui vous a donné envie? J'avais envie de parler je crois, des jeunes filles
qui avaient traversé mai 68 et cette époque-là, de milieux privilégiés, qui semblaient avoir absolument tout entre leurs mains, la liberté, une vie facile, et la dureté réelle de leur existence et de leur jeunesse, leurs blessures, justement cette froideur dans certaines familles, cette liberté qui leur tombait dessus sans être jamais accompagnée. Finalement, mes jeunes filles, qu'elles soient dans les années 60, issues de la jeunesse dorée, ou des autochtones dans Éden, elles ont toute cette... pour moi, elles ont ce moment de grande menace ou de danger autour d'elles sans être accompagnées par les adultes, leurs parents, voire d'être aux prises avec des adultes prédateurs. Et il y avait c'était cette idée-là, cette espèce d'image de perfection, de rêve même, ce sont des images un peu mythiques pour nous, cette jeunesse qui paraît si belle, si facile, et en même temps qui est si meurtrie dans sa chair. Et j'aimais aussi l'idée qu'elle fascine un groupe de garçons qui pensent que ces jeunes filles ont tout entre leurs mains et qu'elles savent et qu'elles sont fortes, et alors qu'en fait elles se délitent sous leurs yeux et qu'ils sont incapables même non seulement de faire quelque chose, mais même de le percevoir. Alors c'est marrant parce que, au fond, en parlant avec vous, mais je ne vous oblige pas à me mettre d'accord, je me dis qu'il y a une figure récurrente dans chacun de ces 4 livres-là dont on est en train de parler, et je m'excuse de ne pas avoir parlé des 2 premiers romans parce que je ne les ai pas lus, donc ça m'est un peu difficile. Mais vous pouvez quand même trouver Jungle dans le 2e roman qui est sur les tables là. Il y a une figure récurrente, même si elle est récurrente de façon différente à chaque fois, c'est quand même celle de l'absence. Oui, c'est vrai. Finalement. Alors l'absence à soi-même, l'absence de l'autre, l'absence de compréhension de ce qui se... L'absence. Et en même temps, je me dis que c'est la figure littéraire par excellence, qu'on n'écrirait pas de roman s'il n'y avait pas l'absence. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Le fantôme, quel qu'il soit, la perte, ou même le fantôme dans le sens, dans la fantasmagorie, c'est-à-dire le rêve que l'on plaque sur une personne en croyant qu'elle représente cela alors qu'elle est tout autre. Alors en fait, d'absence, le livre le plus marquant là-dessus, c'est bien sûr Summer, qui raconte la disparition d'une jeune fille, pareil, à l'âge... 17 ans. Un petit peu plus âgée. Elle est un peu plus âgée. Un peu plus âgée. Près d'un lac, dont je ne suis pas sûr qu'il soit nommé. Vous nous avez dit que c'était le lac Léman. Il est nommé en tant que tel, mais je me souviens. Genève et le lac Je l'ai lu à l'époque, il y a 2 temps dans ce livre. Il y a le moment de la disparition, en quelque sorte, et puis les années qui passent, et l'impossibilité, notamment, enfin essentiellement, du frère de cette jeune fille, parce que cette jeune fille a disparu, mais elle a disparu comme les gens disparaissent beaucoup, c'est-à-dire qu'on a toute raison de croire qu'elle a peut-être soit été victime d'une mauvaise rencontre, soit qu'elle s'est noyée, soit que donc tout ça est tout à fait fatal, mais comme on n'a jamais retrouvé le corps, elle s'est volatilisée. Elle s'est comme volatilisée, et son frère notamment n'arrive pas à supporter l'idée de cette disparition au sens premier du terme. C'est un sacré livre, là aussi, c'est un sacré livre, et je trouve que c'est un livre extrêmement délicat dans la manière qu'il a de mener son action, ou plutôt son absence d'action, en quelque sorte. Voilà. Quand celui-là, Summer, quand vous avez su que vous le teniez, que c'était bon, à quel moment vous... Jusqu'à la fin, celui-là, il était difficile à écrire. Plus difficile parce qu'il y avait un fil un peu ténu. Mais je dirais que vous parliez de l'absence, effectivement, qui traverse tous les livres. Le pendant de l'absence, c'est le silence. C'est ces choses qui ne sont jamais dites. Ces fantômes qui ne sont pas nommés. Et ce qui m'intéressait dans Summer, c'était de travailler autour du silence qui entoure cette disparition. Elle a disparu depuis 20 ans, plus personne ne prononce même son prénom.
je pense que oui, ce sont des choses qui sont possibles. Il y a un univers autour d'elle, une famille, des amis, enfin, elle a disparu aux yeux de tous, pas uniquement aux yeux de son frère ou de... C'est quelqu'un qui est inséré dans un univers familial et amical, tout à fait. Oui, c'est une jeune fille qui vient de passer son bac, d'ailleurs elle a 19 ans, pas 17, bien maintenant. Ouais. Et, qui doit être d'un niveau social plutôt aisé aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu le même milieu que celui de Grand Montana, donc c'est un milieu où les apparences sont fondamentales, où peut-être le paraître semble plus important que l'être, et c'est également la souffrance de ces enfants qui grandissent dans ce cadre-là, et c'est aussi une façon de travailler sur le secret de famille qui traverse aussi tous les livres. Oui, absolument. J'espère que ma confirmation vous fera plaisir. Absolument, merci de valider. J'aimerais qu'on revienne en arrière, qu'on parle un peu plus de vous. Pardon ? J'aimerais que nous revenions en arrière, que l'on parle un peu plus de vous. Je disais tout à l'heure qu'il me semblait difficile que vous écriviez ces livres. Je connais des écrivains qui ne lisent pas énormément, mais sans être vous-même quand même une lectrice assez importante. Vous allez me dire ce qu'il en est. Et puis j'aimerais surtout que vous me racontiez comment la littérature est venue à Monica Sabolo et d'après ce que je crois comprendre, puisque vous me parliez de ce voyage précoce dans la Lune, l'écriture est venue quasiment en même temps que la lecture, voire peut-être même avant. Enfin bon, je vous laisse le soin de me raconter tout ça. Je crois que la lecture et l'écriture sont les deux versants d'exactement la même médaille, qui est cet autre monde, cette extraterritorialité, qui est celle donc de ma forêt et de mon lac. Je menais une sorte de double vie. J'avais une double vie qui se menait à travers les livres et l'écriture. Donc je me souviens de certains chocs littéraires, mais très tôt. Pardonnez-moi de vous contredire. Moi, je crois qu'il en est ainsi, effectivement, de la lecture, ontologiquement, mais ça ne pousse pas nécessairement à l'écriture. Ah non, absolument, absolument, mais je pense que l'écriture était une façon d'avoir la main sur ma vie. C'est-à-dire face à une certaine impuissance, l'écriture permet la transformation de n'importe quel chagrin, de n'importe quelle perte, de la colère, de rêve aussi, de la transformation d'un espoir en réel. Donc, je me souviens que je pense qu'il y avait également un aspect assez mégalomaniaque chez moi. J'ai retrouvé des journaux intimes où je m'auto-interviewe. Monica, dites-moi, quelle est votre couleur préférée, pour quelle raison, comment vous définiriez-vous, quel est votre style. Je crois que j'ai 11 ans quand je m'interviewe. Et j'ai également tout un... C'est génial parce que c'est déjà une façon d'aborder l'autofiction sans en faire. Ouais, c'est déjà une recherche d'un truc. D'une forme. On va retrouver d'une forme. Un certain nombre d'années après. C'est vrai. Et j'ai un recueil de poèmes, là, qui date, je crois que j'ai 9 ans, et où je m'attribue des notes entre 1 et 5 bâtons selon la valeur, selon moi, de mon poème, et j'ai systématiquement entre 4 et 5 bâtons. Puisse la critique française vous accorder, mais je crois que c'est plus ou moins le cas, donc tout va bien. Qui vous accompagne? Tiens, j'ai parlé de Laura Kazishke, Joyce Carol Oates. Qui aujourd'hui vous accompagne dans vos lectures? Quels sont les grands, les grands écrivains, enfin voilà, de vivants ou morts, vous pouvez me dire que vous relisez Balzac et que ça vous paraît capital, mais voilà, qui vous accompagne aujourd'hui? Vous parliez de Patrick Modiano, et c'est vrai que là, je suis dans une phase très modianesque. Je trouve que c'est vraiment la beauté de la phrase, la beauté du blanc, du vide. J'aime beaucoup le vide dans le texte, j'aime beaucoup les vides que l'on remplit. J'ai James Salter, dont vous parliez également, mais James Salter, c'est compliqué pour moi parce qu'il m'intimide et je trouve que c'est une sorte de... Son écriture, pour moi,
c'est de l'ordre de la sorcellerie, ça a l'air de rien, et en même temps c'est absolument magique. Mais ça n'a l'air de rien, si vous regardez, il y a finalement très peu de mots, très peu de choses. Ceci dit, Modiano non plus. Hein. C'est vrai. Mais Modiano, non pas que je continue de me mettre des bâtons et que je vais dire que, je sais pas, il m'est plus familier dans son approche. J'ai la sensation de, vous voyez, d'avoir un système de pensée que je pourrais comprendre, en tout cas, sa façon de cheminer dans l'écriture. James Salter, absolument, c'est insaisissable, c'est fou. Donc lui, mais j'adore Annie Ernaux aussi, mais pareil, elle a aussi un rapport à l'écriture très sèche, alors que moi je serais plutôt baroque, je pense quand même d'une certaine façon par moment dans l'image, cette espèce d'écriture très, très blanche comme ça, elle me bouleverse également. Mais je pourrais en citer tellement, oui, ça dépend des... Vous venez de dire je suis plutôt baroque, c'est vrai que Eden est, à mon avis, votre livre de ce que j'ai lu, le plus baroque. ça, celui-là. Est-ce que vous avez envie d'aller toujours plus dans cette voie, ou peut-être de revenir en arrière, ou de faire autre chose? Est-ce que vous pourriez envisager à nouveau de faire quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce que vous aviez essayé, et avec quel succès, à mon avis, faire avec Tout cela n'a rien à voir avec moi ou... Vous voyez, en ce moment, je commence à penser au prochain. Finalement, j'ai 3 voix qui m'attirent, et j'ai effectivement celle de Tout cela n'a rien à voir avec moi, qui est donc ce roman un peu hybride, photo. J'ai un projet qui pourrait s'exprimer dans une forme proche, donc revenir un peu à quelque chose, et qui serait aussi plus drôle, parce que je trouve que je deviens de plus en plus sombre quand même de livre en livre, et même s'il a aussi un côté, il évoque un chagrin, mais il est assez drôle, j'espère. Et Grand Montana, justement, pour cette façon, oui, vous voyez, de décrire des choses, et une époque aussi, et puis, effectivement, peut-être aussi quelque chose de foisonnant, comme dans Eden, donc... Je ne sais pas si je vais aller de plus en plus, ça dépend du projet, sans doute. Parce que moi je trouve votre écriture, et je vous trouve vous-même, en l'occurrence je pense à vos réseaux sociaux, puisqu'on ne se connaît pas, extrêmement schizoïde, c'est-à-dire que je vous trouve extrêmement partagé entre le baroque, effectivement, la tentation romanesque, au sens la plus... allègre presque du terme, allègre et noir, hein, d'une allégresse noire évidemment, ce livre-là l'est évidemment, et en même temps un goût pour l'hyperréalisme, pour la justesse, la précision, c'est très juste. Et parfois en tant que lecteur, j'aimerais bien vous revoir dans cette région-là. Plus la région de Grand Montana, vous voulez dire? Plus qu'en Montana, plus, oui, tout cela n'a rien à voir avec moi aussi. Mais ce qui ne veut pas dire, d'abord, on écrit ce qu'on peut et ce qu'on veut. Mais c'est vrai que chez vous, c'est vraiment très bizarre, parce que c'est 2 choses assez différentes quand même, ces 2 approches-là. Je dirais que c'est amusant, j'avais jamais formalisé de cette façon-là sur le style, mais c'est plus que, effectivement, les gens, j'ai des lecteurs qui me découvrent, qui deviennent des lecteurs en ayant découvert mon site Instagram, mon compte Instagram, pardon. Et après, ils sont très surpris de ce que j'écris. Mais parce qu'il y a plus ce côté léger, drôle, plus fantaisiste, et après, ils me disent « Oula, c'est très noir ». Donc, je pense qu'il y a aussi ces deux pans, enfin, du tragique, et en même temps, comment dire, du grotesque aussi qui m'attire. Donc, effectivement, le fil n'est pas toujours le même, celui qui surgit, et quand vous commencez à tirer le fil, ensuite la pelote vient, en fait. Je reviens aux lectures de Genèse. Quel est le livre que vous êtes dit en l'ayant lu, je sais pas, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ah ouais, j'aimerais vraiment faire ça moi aussi. Il y en a beaucoup, ouais. Mais parfois ça peut être juste par la grâce de l'écriture. Vous voyez, il y a parfois des bijoux pour moi parce que la langue, c'est vraiment... c'est certainement ce qui m'intéresse le plus.
la beauté de la phrase. Je ne m'en remets pas, c'est une émotion très forte. Donc, finalement, tout tourne autour de cela. Après, je ne peux pas vous dire aujourd'hui vraiment quel est le livre qui est mon livre de thème. Et c'est amusant parce que je suis d'accord avec ça. Je pense en effet que vous êtes une styliste en plus protéiforme, je viens de le dire. Parfois un poil schizoïde, j'ai utilisé le terme, sans être très sûr de savoir ce que je disais. Mais voilà, vous n'êtes pas juste une romancière comme il y en a tant, d'analyse psychologique, on sent quand même que vous êtes profondément du côté de l'écriture et pas nécessairement très sûr de vous d'ailleurs sur ce coup-là. Enfin sur ce coup-là, pas celui-là, hein, je veux dire, mais en général, je veux dire que vous êtes en recherche. En recherche, mais de moins en moins dans le doute par rapport à ma légitimité, ce qui a été une douleur et qui a fait que c'était très compliqué. Le fait d'avoir cet accueil, cette bienveillance, d'être porté par les lecteurs, je pense que j'en avais besoin pour m'autoriser et prendre en puissance. Mais c'est vrai que la recherche, la radicalité, c'est à travailler beaucoup, aller le plus loin possible, pousser. Vraiment, ce sont des moteurs. J'envisage l'écriture de façon très radicale. Alors, dernière question. On va reciter Modiano, on ne le cite jamais assez, puisque comme il ne dit pas grand-chose, quand il dit un truc, il faut quand même le garder. Et Modiano dit, et j'aime ça infiniment, je le partage à titre personnel, j'aime pas écrire, j'aime avoir écrit. Et vous? Belle cette phrase, très belle. Parfois j'aime écrire aussi. Je ne peux pas dire qu'écrire soit une douleur. En revanche, je ne trouve pas la paix tant que je n'ai pas terminé le livre. Donc c'est de longs mois, vraiment, sans jamais être paisible. Et après, c'est le moment de faire vivre le livre dans le monde, et là non plus, je ne suis pas paisible. Donc c'est très fatigant. C'est d'autres éléments qui rentrent en compte. D'autres choses, mais malgré tout, on n'est pas paisible non plus. Ouais. Oh non, il n'y a pas. Surtout quand on sort en rentrée littéraire, il faut être fou. Y a-t-il des. De toute façon, vous pourrez poser toutes les questions en faisant signer les ouvrages de Monica Sagolo, là juste derrière les gradins. Mais y a-t-il parmi vous, mesdames et messieurs, des questions d'ores et déjà lui poser, des remarques, des réflexions? Elles seront les bienvenues. Elles et ils seront les bienvenus. Vous aurez remarqué qu'on a un club de timides avec nous qui est venu intégralement. Mais c'est pas toujours évident. Oui, pardon. Non, c'est jamais évident parce que j'en conclus que j'ai posé toutes les questions qui étaient nécessaires à poser. Voilà. Tiens, je parlais de rentrée littéraire, Monica Sagolo. Je vais faire quelque chose, je vais vous poser une question un peu vache. Je vais vous dire, conseillez-nous un livre de cette rentrée littéraire. Tout se passait très très bien entre nous, Olivier, franchement. On était bien partis. Ouais. Alors, un livre de cette rentrée. En plus, vous avez le droit de dire Éden de Monica Sagolo. Non, même. Parce que j'ai surpris une fois. 5 bateaux. J'ai surpris une fois une jeune femme qui venait de publier son premier roman, qui était libraire par ailleurs, faire une critique extrêmement élogieuse de son propre livre. Ouais, mais moi j'adore en même temps. C'était formidable. Donc vous avez le droit de dire ça. Qu'est-ce que j'ai lu? En plus, livre français ou étranger, hein? Oui, mais ça va venir. Là, Vous avez peut-être pas lu. Si. J'ai aimé le Natacha Apana parce que j'adore Natacha Apana, Le ciel par-dessus le toit. Mais je sais que j'ai eu une émotion très forte là. Je suis très fatiguée, pardon. Vous voyez, voilà. Non, parce que là, vous m'offrez une formidable... Non, ça se termine... Enfin, pour moi, ça se termine très bien. Pour vous, en autre boudin, mais pour moi, très très bien. Vous avez une question, monsieur le maire?
question pour contribuer à lancer le mouvement d'autres questions, mais en vous écoutant, donc je connais mal votre œuvre, juste le dernier livre évidemment, mais je me disais, si un jour vous deviez arriver à vous séparer plus ou moins de ce que tout à l'heure, de ce qui était appelé cette forêt de fantômes, donc toujours un peu les mêmes jeunes filles, peut-être un peu de vous qui traînent dans les jeunes filles en question, enfin bref, à quel autre sujet pensez-vous vous pourriez passer? Alors c'est une question très anticipatrice, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais qu'est-ce que vous sentez arriver comme prochaine thématique, ou est-ce que cette question est idiote? Est-ce que non, pas du tout. Tout le temps vous vivrez avec cette forêt de fantômes qui Alors, ça ne se fait pas, mais je traduis la question de Monsieur le maire. Monsieur le maire demande si votre prochain livre se passera dans un EHPAD. Je pense que j'ai un vrai problème avec l'adolescence, dans le sens que c'est vraiment c'est l'âge avec lequel je me sens le plus naturel. Comme je dis parfois, j'ai une croissance extrêmement lente, donc je pense que émotionnellement j'en suis encore à peu près là. Maintenant, par exemple, mon personnage dans Summer a 38 ans, mais donc il parle à la première personne, mais c'est une sorte d'ado inachevé. Il a encore 14 ans, et pour moi, c'était un challenge de prendre la voix d'un homme. Ça me plaisait d'ailleurs beaucoup. Je l'avais un peu touché dans Grand Montana, parce qu'il y a un groupe de garçons qui parlent en disant nous étions, nous regardions ceci, mais là, c'était vraiment prendre la voix d'un garçon. Je dis volontairement un garçon, parce que ce n'est pas un homme, justement, c'est un garçon. Et quand j'entre par la porte de l'adolescence, j'ai l'impression que je peux embrasser n'importe quelle destinée. En revanche, c'est beaucoup plus complexe pour moi que de parler, de prendre quelqu'un qui serait plus proche de mon âge. C'est étonnant, mais pour l'instant, j'en suis encore là. Et donc, j'ai peur de me répéter, malheureusement, encore. Nous, ça nous va, hein. Olivier, je vais mettre une critique à mon tour. J'aime beaucoup les questions que vous posez, il n'y a pas de problème, j'aime encore plus les réponses qui sont emportées. Mais personnellement, j'adore vraiment quand on me lit un petit peu d'extrait d'un roman. Et j'aimerais vraiment que Monica lise un petit peu d'Éden. C'est pas une critique, ça, c'est une très bonne idée. Vous accepteriez de lire un passage? Bah oui, on va rattraper un peu. Peut-être d'Éden. Avec plaisir. Je vous laisse le soin, le soin de choisir, et ça nous servira d'utile conclusion. Alors, ça va, merci. Que savons-nous des êtres qui sont partis? Que savons-nous de leurs pensées, de leurs peines? Peut-être volent-elles vers nous, cherchant à nous atteindre. Peut-être sont-ils juste là, à côté de nous. Ils nous parlent, ils approchent leur visage, ils nous enlacent. Et peut-être prononçons-nous les mots que nous n'avons pas osé leur dire, que nous tenons prisonniers dans nos cœurs, mais qui la nuit nous échappent, se déversant dans leur cœur. Peut-être la nuit est-elle traversée de nos émotions les plus secrètes, qu'elles se percutent, qu'elles s'embrassent. Peut-être que notre courage, nos espoirs, nos foi absurdes proviennent des phrases que l'on nous a murmurées dans l'obscurité, de cette douceur dont il ne reste au matin qu'une pulsation, juste une envie de vivre. Merci infiniment, Monica Savolo, de vous être prêtée à cet exercice qui n'est pas que ce que Simone Signoret appelait drôlement le service après-vente. Merci à vous. Décembre, je voulais inviter le Père Noël, il n'est pas libre, donc pas de conversation au carré en décembre. On se retrouvera en janvier, le 15 janvier prochain. C'est un peu tôt, hélas, pour que je vous donne l'identité exacte, j'ai quelques idées, de notre prochain invité. Ce pourrait être cette jeune femme, j'ai dit ce pourrait être, cette jeune femme dont vous venez de parler, Natacha Apana, qui publie elle aussi Sous les couleurs de Gallimard, et qui vient de publier un des plus beaux romans de la rentrée également.
Voilà. Mais ce pourrait être d'autres, vous serez tenus au courant par les excellents services d'information de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. On se retrouve le mercredi 15 janvier prochain à la même heure. Et en attendant, puisqu'on ne se reverra peut-être pas, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci.